Olivier. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Olivier, tu es député socialiste et tu es aussi premier secrétaire du Parti socialiste. On va revenir sur la gauche, le Parti socialiste, la NUPES. Mais d'abord, une question d'actualité. En ce moment est examiné à l'Assemblée nationale le projet de loi immigration. Je sais que tu es contre ce projet de loi, comme l'ensemble des députés de la gauche et des écologistes. Mais au fond, qu'est-ce que ce projet de loi dit de notre société ? Bon, je ne sais pas ce qu'il dit de la société, je sais ce qu'il dit du gouvernement. Il dit que ce gouvernement a complètement cédé à la pression de la droite extrémisée et de l'extrême droite. Et dans le projet issu du Sénat, qui est un projet qui a été approuvé par le ministre Darmanin et qui a été voté par les sénateurs Renaissance. C'est un texte qui a en fait un principe simple. L'étranger est un adversaire. Il est soit un profiteur, soit il est un terroriste en puissance. Et ce texte revient sur des acquis fondamentaux républicains. Il revient sur à la fois la situation des étrangers en situation irrégulière, mais il revient aussi sur les étrangers en situation régulière et il touche même au droit du sol pour les enfants nés en France et donc qui ont vocation à être français à leur majorité. Et donc c'est un repli identitaire comme on n'en a jamais connu et qui fait froid dans le dos parce qu'il dit quelque chose effectivement de cette... On disait autrefois la lepénisation des esprits. Je crois qu'on en est, on n'en est plus là. En fait, on a une forme de banalisation, de normalisation des idées de l'extrême droite qui, effectivement, est glaçante. Il y a 9 mois, vous aviez mené à l'Assemblée nationale et toute la gauche avait mené en dehors des murs de l'Assemblée nationale la bataille contre les retraites. La force que vous aviez en tant que député de gauche à l'Assemblée nationale, elle se basait sur la dynamique sociale et populaire contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'il y a cette même dynamique dans la société contre ce projet de loi immigration? Et si ce n'était pas le cas, si tu considérais que ce n'était pas le cas, comment est-ce qu'on fait pour l'activer? Malheureusement non, effectivement, on le sait bien. En fait, c'est depuis Jean-Marie Le Pen et depuis toutes ces années où nous n'avons pas mené le combat contre l'extrême droite, où en réalité elle a été présentée comme un épouvantail, mais sur le fond, rien n'a été véritablement fait et je nous en veux de ne pas avoir relevé le défi au moment où Nicolas Sarkozy a posé le débat sur l'identité nationale, où nous aurions dû rentrer dans le piège qui nous tendait, mais justement pour défendre une identité qui est une identité républicaine. Moi, je plaide pour un pays qui est un pays qui n'est pas blanc et catholique comme certains cherchent à nous le faire penser. C'est un pays qui s'est enrichi de ces vagues migratoires successives, et c'est un pays qui est aujourd'hui multiconfessionnel. Et donc, c'est ce qu'il faut arriver à acter, à poser et à accepter, parce que c'est évidemment notre réalité. Et il suffit de regarder chez chacun d'entre nous quels sont ses ascendants et de voir que nous sommes aujourd'hui un peuple qui est un peuple très métissé. Mais la réalité, c'est que c'est pas tellement nouveau. C'est vrai depuis le début de l'humanité. Nous ne sommes pas gaulois. Nous avons été nous-mêmes envahis. Nous sommes un peu romains, un peu visigoths, on est tout. On est même déjà arabes depuis longtemps. Donc, en fait, c'est une situation où on nous fait croire à une époque mythifiée qui n'a jamais existé et on refuse l'altérité, on refuse de considérer en fait ce pays pour ce qu'il est. Et donc moi je regrette que nous n'ayons pas porté ce combat-là. Alors évidemment c'est un combat aujourd'hui qui est un combat plutôt minoritaire, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on voit bien qu'on peut avancer. Et je pense notamment, puisque la question était comment est-ce qu'on fait pour réinverser le sujet. Moi, je pense que notamment sur la question du travail, qui est un facteur d'intégration formidable, eh bien, nous avons là matière à enfoncer un coin en réclamant la régularisation de tous les travailleurs qui sont en fait aujourd'hui sans papier. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les gens qui aujourd'hui ont un emploi dans des métiers qui ne sont pas forcément d'ailleurs en tension, parce que je ne sais pas très bien comment on définit un métier en tension. Est-ce que les auxiliaires de vie sont un métier en tension? Est-ce que à l'hôpital on est en tension? Est-ce que dans le bâtiment on est en tension? Ce que je sais, c'est que même les employeurs aujourd'hui
réclament en fait cette régularisation parce qu'il y a beaucoup de pans de notre économie qui dépendent complètement de ces gens qui sont aujourd'hui sans papier mais qui travaillent, qui cotisent et qui font le boulot pour lequel ils sont payés. Mais voilà, je ne vais pas dénoncer les gens que dans ces dernières semaines j'ai croisés, mais en fait je vois une multitude de gens qui tiennent en fait notre économie, qui tiennent même notre quotidien. C'est votre boulanger, c'est votre couturier, c'est votre femme de ménage, c'est votre auxiliaire de vie, c'est en fait la personne qui s'occupe de vos enfants à la crèche. Enfin bref, toute une série de gens qui sont aujourd'hui en fait qui sont indispensables et que l'on refuse de régulariser. Et donc, que faire comprendre aux Français? C'est que tant que ces gens-là seront conduits, seront maintenus, contenus dans cette espèce de zone grise où ils sont à la fois de vrais travailleurs, mais ils sont sans papier, eh bien, ils doivent accepter n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée une pression sur les salaires. Or, si demain ces gens-là sont régularisés, eh bien, évidemment, ça change complètement la donne et ça permet de construire un rapport de force vis-à-vis du patronat ensemble. J'ajoute que sur ces sujets-là, en fait, on a aussi beaucoup à... voilà, en fait, je ne sais pas très bien comment nous ferions sans ces gens. Et en fait, voilà, donc il faut qu'on ait aussi cette... oui, ce que je voulais dire, c'est que, y compris, on est aujourd'hui avec un gouvernement qui nous dit « mais moi, je vais expulser davantage chaque jour ». Et donc, on a 60 000 OQTF chaque année. En fait, un truc de fou. Avec une exécution qui, elle, est extrêmement en fait limitée, puisque nous n'avons pas les laissez-passer consulaires. Et donc, la réalité, c'est que nous faisons comme si nous pouvions expulser, nous n'expulsons pas. Donc, nous n'intégrons pas, nous n'expulsons pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? On laisse les gens, on maintient les gens dans une zone grise, qui fait que, en fait, ils sont à la fois en proie à une forme d'esclavage moderne, et en même temps, ça ne nous sert à rien. Voilà. Depuis le programme commun pour les élections de 81, de 1981, la question de la citoyenneté justement de ces étrangers qui vivent sur le territoire français, elle est posée notamment par cette promesse qui avait été faite de donner le droit de vote aux élections aux personnes étrangères. Est-ce que ça, tu crois qu'il faudrait réactiver aussi cet argument-là pour permettre de mieux intégrer les étrangers présents sur notre territoire? Ouais, c'est sûr que le vote est un facteur d'intégration et on a toujours proposé non pas le vote aux élections nationales, mais aux élections locales, à l'endroit où les gens payent leurs impôts locaux et où ils vivent. Et donc il y a une logique à ce que dans la proximité, quand vous avez des communes où il y a, 5-10% de la population qui est d'origine étrangère, c'est curieux de ne pas tenir compte de leur avis pour ce qui se passe à l'école, pour ce qui se passe sur les routes, ce qui se passe sur l'urbanisme, etc. Donc il y a évidemment une forme de lacune. Et j'ajoute que, puisque nous nous plaignons en permanence du fait qu'il y ait un Occident démocratique qui soit un espèce d'isolat, eh bien, si nous voulons créer des ambassadeurs dans le monde entier et montrer à quel point la démocratie est un modèle supérieur à tous les autres, nous avons intérêt, au contraire, à faire en sorte que, par le vote, ils s'intègrent et qu'ils puissent demain être nos ambassadeurs et promouvoir la citoyenneté à travers le monde. Là, on a parlé de la dynamique en dehors de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, toute la gauche et les écologistes, vous êtes contre ce projet de loi immigration. Pour autant, est-ce que tu dirais que cette gauche est en dynamique aujourd'hui ? Cette NUPES, parce que c'était l'autre nom qu'on donnait à la gauche de l'Assemblée nationale jusqu'à il y a très peu. Il y a des problèmes qui se sont posés au fur et à mesure depuis 18 mois. Et donc tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui du tirage. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, est-ce que nous sommes condamnés à la division? Je ne le crois pas. Moi, je crois simplement que nous devons construire le rassemblement sur des bases qui soient des bases égalitaires, démocratiques, et que c'est possible. La réalité, depuis 1 an et demi, c'est qu'à chaque fois que nous nous sommes mis autour d'une table et que nous avons cherché quel était en fait le centre de gravité, le point commun, les points communs qu'il y avait entre nous sur telle ou telle position, nous y sommes toujours parvenus. Et donc j'ai regretté déjà, même y compris publiquement, le fait que ce soit Jean-Luc, à travers ses expressions, qui ait à chaque fois décalé ce centre de gravité, cherché non pas ce qui nous était commun, mais ce qui permettait
de radicaliser sur un socle étroit, en fait, son propre électorat. Et moi, je ne crois pas à ça. Je crois que nous avons au contraire besoin de nous élargir en permanence et d'aller chercher ces gens qui sont dans l'abstention, ces gens qui sont peut-être égarés, même jusqu'à l'extrême droite, des gens qui autrefois ont voté à gauche, mais qui, en fait, cherchant une radicalité plus forte encore, cherchant en fait à contester le système, le font aujourd'hui avec l'extrême droite. Donc tous ces gens-là sont éventuellement disponibles pour une offre politique à la condition qu'elle se fasse dans des conditions, enfin qu'elle trouve un périmètre qui soit un périmètre large et qu'on cherche non pas à visser les gens sur un tout petit périmètre, mais au contraire à permettre à chacun d'évoluer en respectant les identités, en respectant ce que chaque famille politique apporte. Et la preuve par le meeting que nous avons tenu jeudi dernier, celui qui s'était tenu 2 jours plus tôt avec Génération, où il y a des convergences très fortes entre nous. Mais c'était vrai sur les retraites, c'était vrai sur le pouvoir d'achat, c'était vrai sur tous les sujets que nous avons été amenés à traiter, y compris sur le moment des violences urbaines au mois de juillet, où nous étions tous d'accord sur les réponses à apporter. Les réponses ne peuvent pas être exclusivement répressives, elles doivent être aussi de l'ordre de la compréhension de ce qui matrice en fait la délinquance, donc les ghettos, la concentration de personnes qui sont issues des mêmes origines sociales ou toutes étrangères, etc., et donc incapacité à s'intégrer dans la société française. Tout ça, on était tous d'accord pour défendre la même chose. Et c'est l'expression, là encore, de pas d'appel au calme, mais un appel à la justice, qui a donné le sentiment que nous n'étions pas capables de défendre, y compris ce que sont nos biens communs, les mairies, les médiathèques, y compris les espaces commerciaux qui permettent aux gens d'avoir une vie de quartier et qui étaient démolis par ces jeunes. Voilà. Je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu pourrais considérer qu'une NUPES puisse exister sans la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Non, moi je crois qu'en fait, il faut viser à intégrer tout le monde. Il n'y a pas de... Moi, je ne cherche pas, je ne suis pas en train de découper la gauche en disant... Mais même ceux qui ne veulent pas venir. Ah bah, ceux qui ne veulent pas venir, je ne peux pas les obliger à venir. Mais il y a des électorats qui ne sont pas dépendants non plus des appareils. Et j'en veux pour preuve le fait qu'y compris l'électorat socialiste n'était pas prisonnier de l'appareil socialiste. Et quand il a voulu s'échapper sur sa droite vers Renaissance ou sur sa gauche vers Jean-Luc Mélenchon, ça ne l'a pas beaucoup gêné. Donc il y a en fait une fluidité réelle. Et ce qu'il faut chercher, c'est non pas uniquement des accords d'appareil, mais c'est de chercher en fait à parler à un électorat large qui, lui, attend une gauche qui se rassemble pour porter un programme à la fois de rupture, radical, mais en même temps qui se refuse à toute forme d'outrance, parce que la radicalité n'a pas besoin de l'outrance pour être entendue. J'ai une dernière question, Olivier. Parfois, on pointe dans le manque de dynamique aujourd'hui de la gauche le fait que, en fait, à l'intérieur de la gauche politique, les différents partis sont eux-mêmes divisés. La France insoumise, dans une certaine mesure le Parti communiste et tout particulièrement aussi le Parti socialiste. Où est-ce que vous en êtes de vos divisions internes ? Est-ce que tu dirais qu'au Parti socialiste, vous avez tous la même direction aujourd'hui ? Bah, je ne sais pas si on a tous la même direction, mais d'abord il y a une majorité, ensuite il y a un respect pour la ligne majoritaire, y compris de la part de ceux qui n'ont pas emporté le dernier congrès, et j'ajoute que d'une certaine façon les chemins finissent par converger, parce que chacun comprend bien qu'il n'y a pas en fait de stratégie alternative au rassemblement de la gauche. Que voulez-vous faire ? Vous voulez en fait demain dire que le Parti socialiste seul peut reconquérir le pouvoir ? Personne n'y croit. Comme d'ailleurs aucun parti à gauche ne peut reconquérir seul le pouvoir. Donc il y a un besoin évident de rassembler la gauche sur des bases claires. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle à chaque fois à ce que nous puissions définir ensemble les conditions dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Ça suppose des compromis. Il y a des compromis à faire avec chacune de ces forces politiques, avec le fond culturel que porte chacun. Ça me paraît une évidence. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres avec nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à un moment à définir une majorité. Parce que la réalité de la gauche aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'elle pèse autour de 32% dans toutes les élections. Est-ce que c'est suffisant pour l'emporter ? La réponse est non.
Et donc, est-ce qu'on pourrait malgré tout gagner une présidentielle? Paradoxalement, la réponse est oui, parce que on le voit bien, Emmanuel Macron, avec 28% au premier tour, arrive à faire plus de 50% au deuxième tour, dans le rejet de Marine Le Pen. Donc demain, on peut imaginer une gauche... Avec un candidat unique de la gauche, c'est ça que Avec un candidat unique de la gauche. Mais imaginons que donc, le candidat de gauche soit au second tour, il peut très bien l'emporter parce que le rejet de celui ou celle qu'il a en face de lui est plus puissant, et donc, voilà, en fait, on y parvient comme ça. Et dans la mécanique de la Ve République, on peut même imaginer qu'une majorité se dégage, non pas par un surcroît d'adhésion, mais par la démotivation du camp qui a perdu la présidentielle. Mais ça mène à quoi? Ça mène, en fait, à faire, derrière, une politique qui est une politique au rabais. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a gagné, en fait, électoralement, qu'on a une majorité sociale dans le pays qui permet d'avancer. Or, si nous voulons nous-mêmes assumer de grandes transitions, si nous voulons parvenir à cette bifurcation écologique qui est aujourd'hui devenue indispensable, on sait que ce sera en fait des mesures qui seront freinées, pour ne pas dire combattues directement par une part du patronat importante, par la droite, par l'extrême droite, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour malgré tout passer à travers en fait ce qui sera très conflictuel? Eh bien, ça suppose d'aller chercher une majorité sociale dans le pays. Et y compris pour imager mon propos et pour que tout le monde me comprenne, en fait, le Front populaire de 1936, c'est pas simplement la victoire électorale de Léon Blum et les siens, c'est aussi la grève générale. C'est-à-dire que, alors je n'appelle pas forcément à la grève générale d'entrée de jeu, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport de force qui est en fait constitué et qui permet de faire avancer en fait la gauche du gouvernement. Et donc, nous, notre problème, c'est pas simplement de gagner électoralement, c'est d'arriver à avoir à la fois une victoire électorale et en même temps, c'est notre en même temps à nous, une majorité sociale dans le pays qu'on puisse construire en s'élargissant progressivement à toutes les sphères de la société, en se faisant comprendre et en arrivant à agréger encore, et ne pas être dans un espèce de rapport en chien de faïence avec le monde syndical, le monde associatif. Il faut que toute cette galaxie qui se reconnaît globalement dans le verre de la gauche se rassemble. J'ai une toute dernière question. On parle de rassemblement. Le 9 juin prochain, il y a les élections européennes. Vous allez vous rassembler, vous, le PS, avec quelqu'un, par exemple avec Place Publique de Raphaël Glucksmann? Avec Place Publique, on est déjà rassemblés, puisque ça fait déjà 5 ans qu'on travaille dans le même groupe parlementaire au Parlement européen. Et là, c'est bon, vous allez avoir une liste commune alors? Il y aura vraisemblablement une liste commune, oui, c'est pas conclu, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de suspense non plus sur la capacité à aboutir avec Place Publique qui partage tout ou partie de ce que nous posons nous aussi. Oh. Et là, c'est vrai. Donc oui. Après, mais c'est la limite du rassemblement. C'est pas à la limite. Aujourd'hui, ça va pas plus loin que Place Publique. Le PS et Place Publique. Vous n'allez pas aller vous rassembler avec les Verts ou... Oui, c'est vrai qu'à ce stade, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Ça veut pas dire que c'est inéluctable que nous ayons dans toutes les élections européennes à venir la même configuration. Mais sur la question européenne, c'est certainement la question qui a le plus divisé la gauche depuis presque 20 ans. Et même, on pourrait même dire avant, avec 92 et Maastricht. Et donc, il y a deux approches qui sont, que je crois, potentiellement convergentes, mais on ne part pas du même point. En fait, nous avons des histoires qui sont très compliquées et qui ont même été la motivation de la rupture pour certains d'entre nous. Et donc, il y a ceux qui partent, je caricature, mais enfin, qui partent d'un présupposé qui est plutôt eurosceptique, qui considère que l'Europe est un frein à la construction du socialisme écologique en France. Et puis, il y a ceux qui considèrent que le niveau pertinent aujourd'hui pour prendre les décisions, notamment sur les questions environnementales, mais pas exclusivement, sur le plan social, c'est la même chose, c'est l'échelle continentale, et que donc, ça suppose de maintenir, alors à la fois le cadre européen et de maintenir la pression sur ce cadre européen pour qu'il évolue. Et ce que je vois, ce que je constate, c'est quand même que les crises ont progressivement permis, même s'il n'y avait pas de domination de la gauche au Parlement européen, sur la question sanitaire avec la crise du Covid, sur la question en fait donc climatique avec le Green Deal, voilà, sur y compris
les économies de plateforme. Il y a la directive Schmitt, qui est un commissaire socialiste européen, qui permet de présumer le salariat pour tous ces salariés, enfin, tous ces travailleurs des plateformes qui n'ont aucun droit et qui sont les nouveaux tâcherons du XXIe siècle. On voit qu'il y a des évolutions qui se font. On voit qu'on a suspendu le pacte de stabilité, même si maintenant le débat revient et qu'il pourrait être encore plus dur que le précédent. Mais donc il y a une vigilance à avoir et en même temps des combats qui peuvent être gagnés. Ça suppose simplement de se rassembler. Et même s'il y a des listes séparées à l'élection européenne, moi je souhaite qu'au soir du 9 juin, la gauche sache se retrouver sur tous les grands combats essentiels et qu'elle puisse parler d'une même voix au Parlement européen, comme nous l'avons fait à l'Assemblée. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi, Pablo.